Bienvenue dans la pause garage. Aujourd'hui, Marc et moi, nous nous remettons au sport avec l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Cette voiture procure des sensations de conduite absolument époustouflantes. Et ça, elle en doit en très grande partie à sa mécanique. Mais avant de jeter un œil sur ce qui se cache sous ce capot, je tiens tout d'abord à remercier Pascal Zeven pour nous avoir confié les clés de cette splendide auto. Pascal, c'est un amoureux de l'automobile comme on n'en fait plus. Et il a fait de sa passion une profession. Tantôt, il nous ouvre les portes de sa collection personnelle, tantôt celle de son stock, dont cette magnifique italienne fait partie. N'hésitez pas à consulter son site internet ou sa page Facebook, vous pourriez y découvrir votre future voiture d'exception. Sous ce long capot en carbone orné du Bischione, on redécouvre une véritable pièce d'orfèvrerie, un V6 tout alu de 2,9 litres de cylindrée. Les deux bancs de cylindres présentent ici un angle peu courant pour la marque de 90 degrés, le but étant de pouvoir loger entre eux les turbos IHI et de réduire ainsi le temps de réponse. Le refroidissement est quant à lui assuré par un échangeur RO. Ce bloc dispose bien sûr de deux doubles arbacam en tête commandant 24 soupapes dont le calage ici est variable en continu. Au final, ce ne sont pas moins de 510 chevaux et 600 Nm qui sont délivrés avec une zone rouge démarrant à 6500 tours minute. D'ailleurs Marc, toi qui adores cette voiture, tu sais d'où vient ce moteur ? Et il provient d'une voiture que tu détestes, mais que moi j'adore. Je sais, c'est un dérivé du V8 F-154 qui animait la Ferrari California, une auto effectivement qui est une des rares que je déteste. Cependant, il n'est pas assemblé à Maranello ce V6, il est assemblé à Termoli, une usine du groupe Fiat qui assemblait dans les années 80 le moteur Fire. Mais plutôt que de me taquiner, tu ferais pas bien de parler de l'implantation du moteur et de ce que ça implique de manière technique ? Si, j'y viens juste un instant. Ce moteur est placé dans le sens de la longueur. Les amoureux de la mécanique l'auront deviné, les roues motrices se situent à l'arrière, comme sur toutes les Giulia d'ailleurs. Il existe tout de même des versions intégrales. Tu as raison. Mais seuls les 4 cylindres en ligne, le 2 litres de diesel de 210 chevaux et le 2 litres essence de 280, existent en version Q4. Il s'agit, quoi qu'il arrive, d'une base de propulsion auquel on a ajouté une boîte de transfert pour envoyer la puissance vers l'avant. La puissance du moteur est transmise au roue arrière exclusivement par le biais d'une boîte automatique tout droit issue du catalogue de l'allemand ZF, en l'occurrence l'excellente ZF8 HP75 à 8 rapports et convertisseur de couple. Le seul choix disponible depuis que la boîte manuelle à 6 rapports de chez Getrack a disparu du catalogue. Entre la boîte et le différentiel piloté électroniquement, on retrouve bien sûr un arbre de transmission qui est, comme sur toutes les Giulia, en carbone et ne pèse que 7 kg. Plus encore que le moteur, c'est le châssis, pourtant très proche des versions Sage qui m'épate le plus sur cette voiture. Les liaisons au sol sont tout aussi raffinées, avec une suspension pilotée, un tracteur multibras et surtout des triangles superposés à l'avant, comme en compétition. D'ailleurs, savez-vous que ce trèfle, lui aussi, vient de la compétition ? C'est dans les années 20 Attends, t'es sûr que c'est pas plutôt pour porter chance pour pas que la voiture tombe en rade ? Non. Je plaisante. L'histoire de ce Logan, en fait, est assez tragique. Un pilote Alfa Romeo nommé Ugo Sivocci ne gagnait aucune course. Un jour, il décide de peindre un trèfle à 4 feuilles sur sa voiture et il gagna. Il connut la mort un peu de temps après lors d'un essai sur un prototype qui ne disposait pas de ce fameux trèfle. Depuis lors, toutes les Alfa Romeo de compétition arborent le trèfle à 4 feuilles afin de conjurer le sort. C'était qui le chef de la division sport de chez Alfa Romeo à l'époque ? Bien sûr, c'est très facile, c'est Elon Musk. Non, pardon, c'est Enzo Ferrari, et ce, jusqu'à ce qu'il quitte Alfa Romeo pour fonder sa propre société en 1939. Retrouver donc un moteur Ferrari sous ce capot, c'est pas si incongru que ça. Avec une motorisation de cette trempe et un très large usage de matériaux légers tels que l'aluminium ou le carbone, réduisant la masse à vide à 1620 kg, cette Quadrifoglio signe des chronos absolument bluffants. Le 0 à 100 km/h est abattu en seulement 3,9 secondes. Le kilomètre départ arrêté en 22,7 secondes et la voiture atteint même des vitesses supérieures à 300 km/h. Ouais, mais Fabien, tu oublies un facteur encore plus important que le chrono, parce que sinon le TGV ce serait une super sportive. Je vois de quoi tu veux parler. J'ai beau être porté sur l'électrique, je suis tout à fait d'accord avec toi. Démonstration ? Démonstration. Le V6 de Arez, même lorsqu'il est dépourvu de la ligne d'échappement Akrapovic à 4 500 €, est un pur bonheur pour les mélomanes. Maestro, musique! Quelle mélodie fabuleuse! Fabuleuse, oui, mais l'écrin qui accueille toute cette technicité, il est tout autant. La Giulia est une berline tricorps traditionnelle de 4,64 m de long et 1,87 m de large. Son pavillon culmine à seulement 1,43 m.
Lisses comme un galet, les versions les plus sages bénéficient d'un CX exceptionnel de 0,25 contre 0,32 pour notre version Quadrifoglio, munie de son soubassement caréné et de sa ribambelle d'appendices aérodynamiques en carbone véritable. L'accès à la soute s'effectue par le biais d'une malle à l'ouverture étriquée et le volume de coffre reste le même que celui de toutes les autres Giulia, à savoir 480 litres. Bon point pour la modularité, la banquette conserve sa fonctionnalité de rabattement en 3 parties. Malgré le caractère bestial de cette livrée Quadrifoglio, la Giulia conserve l'élégance des versions les plus pures. C'est une caractéristique esthétique typique des sportives italiennes. Souvenez-vous notamment des Alfa 156 V6, de la GT V6, de la GTV et même de la Lancia Delta Intégrale et de la fabuleuse Thema 832. Marc, tu t'égares. Revenons un peu à notre Giulia, tu veux? Allez, viens. Et parlons maintenant du design de celle-ci. À l'avant, même si le style se veut agressif, il ne diffère pas grandement des Giulia de base. Seule, en fait, l'absence de gris ici sur l'extrémité du pare-choc viendra trahir les capacités de la bête. On retrouve également ici en dessous une lame en carbone adaptative qui va venir s'ouvrir ou se fermer pour augmenter l'appui aérodynamique de la voiture. On retrouve également dans les différences ici de petites ouvertures sur les extrémités du pare-choc, mais également sur le capot, avec ici 2 extracteurs d'air qui sont bien réels et non factices, comme on pourrait le retrouver sur la Kia Stinger de marque. Alors de côté, l'empattement de 2,82 m et les porte-à-faux très courts jouent un rôle prépondérant dans le look sportif de cette Giulia. Et c'est la même chose pour le gris métallisé Grigio Vesuvio qui s'associe parfaitement avec les jantes de 19 pouces lightweight. Petit détail que j'apprécie également, ce sont les extracteurs d'air qu'on retrouve à l'arrière des arches avant, mais également cette lame en carbone pour le bas de caisse. C'est réellement des petits détails qui apportent ce petit plus de sportivité. À l'arrière, c'est l'apothéose. Si de côté, les énormes mâchoires de frein ne nous avaient pas convaincus, l'échappement à 4 sorties incliné vers l'extérieur ne vous laissera aucun doute sur le pédigré de la bête. Puis regardez-moi cet extracteur, il transpire la sportivité. Pour parachever le style, Alfa Romeo a prévu un spoiler assez droit, assez vertical et unique en son genre puisque celui-ci a une partie centrale plus basse que ses extrémités. Fabien, tu devrais venir voir à l'intérieur. Quoi? Mais viens voir, viens! Quoi? Mais regarde la finition, tu devrais pas te dépayser de ta Tesla. Ah, c'est malin ça. Ah, c'est malin ça. Dans le fond, il n'a pas tort. La finition est effectivement assez moyenne avec du bon, du moins bon et vraiment du pas bon, à l'image des plastiques utilisés pour les ouïes de ventilation, la console centrale ou encore les différents commodos. À côté de ça, il y a des incrustations en aluminium et même avec du carbone qui est juste magnifique ici ou même sur le tableau de bord. Et que dire du cuir, à part qu'il est absolument splendide et recouvrant l'intégralité de la planche de bord. On retrouve également de l'alcantara sur le siège avec un peu de cuir, cette supercure verte qui rappelle le trèfle. Tout ça est réellement magnifique. À propos de ces sièges, sachez que nous avons ici des sièges baquets Sparco en carbone qui coûtent seulement la maudite somme de 8 000 €. Et toi à l'arrière, on est comment? Écoute, maintenant que je suis à l'arrière, je me souviens pourquoi j'ai préféré la Stinger à la Giulia à l'époque. Tout simplement parce que c'est pas une voiture vraiment familiale. On a une banquette arrière qui est suffisamment large, où on a de la place pour les jambes, pour la tête, pour les coudes, enfin pour 2 en tout cas, mais par contre le confort il n'est vraiment pas top. On a vraiment une banquette qui est vraiment très ferme, excessivement ferme également pour le dossier, donc c'est pas tellement agréable d'y être. Et puis on a cette sensation d'enfermement avec cette ceinture de caisse particulièrement haute qui fait qu'on se sent vraiment oppressé à l'arrière de cette Giulia. Et un dernier point, ce sont les commodités dont on a vite fait le tour. Il y a les 2 aérateurs, une prise USB et c'est tout. C'est pas vraiment une familiale. D'accord, donc même si nous avons ici une berline tricorps, il faut la considérer comme un coupé. Alors, la voiture a été présentée le 24 juin 2015, mais elle a reçu une belle mise à jour en 2019 qui a amélioré les matériaux. Le design, lui, reste identique. On a également amélioré l'infodivertissement avec un nouvel écran de 8,8 pouces qui est maintenant tactile, ce qui n'empêche qu'on peut continuer à le piloter avec cette petite molette qui rappelle celle qu'on retrouve chez BMW. On retrouve également ici, derrière le volant, 2 compteurs analogiques, ça va bien avec l'esprit compétition de cette voiture, mais qui apporte quand même un petit écran TFT au milieu de 7 pouces. Alors, vous constaterez également que le Biscone qui devient noir et blanc. Mais ça a un gros avantage, ça met en valeur le gros bouton rouge qu'on a ici, qui lui va venir démarrer cette voiture. On ne voit que ça dans cet habitacle, et personnellement j'adore. Quelle musicalité, ça ne vaut pas un Busso, mais la musique est tout de même extraordinaire.
Malgré ses caractéristiques de sportivité et une sonorité dantesque, le V6 italien fait preuve d'une docilité déconcertante. Oh sa mère! Alors, c'est réellement impressionnant. Cette voiture monte dans les tours avec une facilité, on sent que les deux turbos sont là et qu'ils poussent. Mais alors le plus étonnant, c'est que ces deux turbos, ils adorent aller flirter avec la zone rouge. Je ne m'y attendais vraiment pas. Ça pousse jusqu'au bout. Il n'y a pas de lag. C'est réellement magnifique. Et je tiens à saluer cette boîte ZF qui nous surprend à chaque fois qu'on l'essaye dans des voitures différentes. Et là, avec une voiture aussi puissante, c'est réellement impressionnant. Bon travail de cette boîte ZF, bon travail de ce moteur. Waouh, je suis réellement sous le charme. Là, je suis sous le charme. Mais comme Marc m'avait prévenu, le châssis est encore plus épatant. La direction est très peu démultipliée et malgré ce caractère très direct, elle est d'une précision chirurgicale. Le train avant est tranchant comme nul autre auto que j'ai pu essayer jusqu'à aujourd'hui et le train arrière enroule sans broncher. Et le freinage n'est pas en reste. Même sans dépenser les 7 750 € pour disposer des disques en carbone céramique, la Giulia Quadrifoglio freine fort sans jamais perdre de son efficacité, même en avoinant comme un âne. La faible masse à vide, la parfaite répartition de celle-ci entre les deux essieux et le raffinement du trait roulant font des miracles. Donné pour 10,4 litres au 100 km au cycle officiel WLTP, soit 235 grammes de CO2 au kilomètre, notre Giulia et ses 510 chevaux ont réclamé 14,3 litres au 100 km au cours de notre essai, séance chronométrée incluse. A noter que contrairement à beaucoup de moteurs pointus, le V6 doublement suralimenté se contente de samplon 95. Sur autoroute, la Giulia tourne sous les 10 litres au 100 km, notamment grâce à la désactivation partielle des cylindres. Avec 58 litres de contenance, notre réservoir autorise alors des étapes pouvant approcher les 550 à 600 km. À l'attaque, vous dépasserez très rapidement et très largement les 20 litres. Si vous vous intéressez à la consommation en conduite économique, la Quadrifoglio n'est tout simplement pas faite pour vous. Je n'en reviens pas. C'est une voiture de course à peine déguisée en paisible berline familiale. Je l'adore, je l'adore. Attends, tu parles pas du confort? Parce qu'à l'arrière, entre la banquette qui est super dure et les coups de raquette avec la suspension, je t'assure, c'est pas très agréable. Hein. T'as raison, papy, t'as raison. Alors, le confort, ce n'est pas le point fort de cette variante de la Giulia. C'est vrai, la suspension pilotée semble figée, même en mode confort. Et les sièges Sparco, eh bien, ils maintiennent plus qu'ils n'amortissent les défauts de la route. La sonorisation est fort heureusement plutôt réussie. Et en gros, si le bitume est de qualité, eh bien les longs trajets autoroutiers, ils sont tout à fait envisageables. Tu vois, je t'avais dit, il fallait pas laisser cette voiture, parce que maintenant tu vas pas arrêter d'y penser, comme moi. T'as raison. En fait, je la veux, quoi. Je la veux. Mais maintenant, je vais calmer tes ardeurs. Ah bon, pourquoi? Je vais te parler du chapitre financier. Ouais. Cette Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio est affichée à partir de 93 800 €. C'est presque 6 800 € de plus que la dernière génération de BMW M3 lorsqu'elle est équipée de la version dégonflée à 480 chevaux de son 6 cylindres en ligne. Oui, sauf que la Giulia Quadrifoglio, elle s'oppose plutôt à la M3 Competition, qui elle aussi affiche 510 chevaux. Tout à fait. Mais là encore, la munichoise est 600 € plus chère, tout en étant moins bien équipée, chaussée et présentée. Quant à notre modèle d'essai du jour, eh bien, il présentait le pack d'aide à la conduite de niveau 2 à 1300 €, la peinture métallisée Grigio Vesuvio à 1000 € et des sièges Sparco à 8000 €. Alors, dans l'absolu, ce sont des tarifs vraiment élevés qui ne sont clairement pas à la portée de toutes les bourses. Mais il faut quand même reconnaître que c'est justifié par rapport aux prestations proposées. Attends, parce que là, c'est la raison que j'entends. Mais maintenant, j'aimerais bien savoir, niveau passion, ce qu'il en pense, monsieur Tesla. Eh bien, monsieur Tesla, ce qu'il en pense est très simple. Je suis amoureux de cette voiture. Elle est belle, son moteur est une tuerie, son habitacle est beau à défaut d'être parfaitement fini, son châssis est le meilleur que je connaisse et elle me trouble, elle m'excite, elle me donne des frissons. Pour être tout à fait honnête, je pense que je vais vraiment avoir du mal à reprendre ma Tesla.
Mais moi aussi, ça me fait la même chose. J'en ai des frissons, j'en ai la chair de poule rien qu'à l'entendre raconter comment ça se passe avec cette voiture-là. Je sens que je vais encore passer des heures et des heures sur le configurateur internet d'Alfa Romeo. Pascal, je te remercie encore pour nous avoir invités à venir essayer cette bella macchina, comme disent les Italiens. T'as des génies italiens toi maintenant? Non. Eh bien ça s'entend quand tu parles italien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un pouce bleu sous celle-ci et à vous abonner. Dans ce cas, n'oubliez pas non plus de cocher la cloche de notification, histoire d'être tenu au courant quand on sortira une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Vous pouvez également suivre notre actualité sur Facebook et Instagram. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On vous dit à vendredi prochain et d'ici là, soyez prudents sur les routes. Ciao! Arrête avec ton italien. Fanculi.